Bonjour à toi, ici Suzy Champagne, fondatrice du programme Pétillant Fin sur scène, un programme de coaching qui t'aide tout simplement à aller au bout de tes rêves. Tout ça pour pouvoir devenir enfin l'orateur public, l'artiste que tu souhaites devenir, pour pétiller davantage le jour J et avoir un véritable succès avec ton spectacle ou l'événement que tu es en train de monter. Écoute, présentement, on se retrouve dans le module 5. L'aspect technique, l'aspect logistique, c'est pas sorcier du tout. Aujourd'hui, on est déjà rendu à la 9e vidéo du module 5. Aujourd'hui, je veux me déposer avec toi. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de parler brièvement du son, parce que le son, c'est un casse-tête au quotidien. Encore une fois, c'est l'avant-dernière fois que j'utilise un PowerPoint de la formation, mais aujourd'hui, la vidéo est un peu technique. Il y a quand même beaucoup d'éléments à souligner, notamment en ce qui concerne le test de son, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo à l'aide d'un visuel PowerPoint pour faciliter ta communication. Dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, je vais te donner 2 secrets qui vont t'aider justement à utiliser le bon équipement. Je vais aussi te donner des trucs, répondre à certaines questions qu'on me pose fréquemment, notamment par rapport au micro-cravate, au micro avec fil et au micro à main. Et pour terminer, je vais te donner des élémentaux, je vais te donner des fondamentaux importants à considérer lorsqu'on fait un test de son. Et je préfère te le dire tout de suite, en bonus, encore une fois avec Samuel No, j'ai fait une entrevue complète qui parle du son. Je t'invite tout de suite, après avoir écouté celui-là, d'écouter la vidéo en bonus si ce n'est pas déjà fait. Les deux sont complémentaires et grâce aux 2 vidéos, tu vas être en mesure de tout comprendre très facilement en lien avec le son et ça va faire en sorte que le jour J, ça ne sera pas un casse-tête pour toi. Ça va être quelque chose de déjà vu, de déjà connu et ça va juste te donner des petits trucs pour bonifier ce que tu connais déjà. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression que tu es sur scène et que tu casses les oreilles de ton spectateur. Au contraire, que tu parles pas assez fort. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Ça l'agresse le spectateur ou ça fait en sorte que le spectateur, il comprend pas tout, donc il a besoin de plus de concentration pour t'écouter. Souvent, lorsqu'on fait des conférences à nos débuts, on n'a pas conscience de ça, que si on parle trop fort ou si on parle trop bas, ça l'agresse notre spectateur et que ça a une répercussion considérable sur le show qu'on est en train de monter. Donc, de trouver la bonne tonalité juste, ça s'apprend et ça l'apprend aussi à se doser avec les équipements qu'on utilise. Et la vidéo d'aujourd'hui a justement pour but de te sensibiliser à ça, de dire je suis capable d'ajuster mon niveau de voix, mais je suis capable aussi de l'ajuster avec un volume et de faire en sorte que ma voix, avec l'appareil que je vais utiliser, avec le microphone que j'ai choisi, va bien porter et va avoir la tonalité juste pour mon spectateur, ce qui va faire en sorte qu'en bout de ligne, au lieu de casser les oreilles ou de parler pas assez fort, je vais parler avec la bonne tonalité et ça va faire en sorte qu'en bout de ligne, il va être bien, il va être confortable et ça va améliorer l'aspect professionnel de mon spectacle. Les 2 secrets fondamentaux pour être capable d'utiliser le son adéquatement, c'est d'avoir le bon équipement. Souvent, on s'en rend pas compte, mais l'équipement influence beaucoup le résultat sonore et faire un test de son. Tu sais, lorsqu'on fait des vidéos, lorsqu'on fait des audios sur Internet, l'image devrait être importante, oui, mais les gens s'attardent plus au son. Donc, si tu fais des vidéos YouTube, des trucs comme ça, et que tu as un son qui a quand même du sens, les gens ont plus de chances, vont être plus portés à aller vers toi, à t'écouter, que si ton image est complètement belle. Donc, le son est vraiment fondamental. Et juste le fait d'avoir le bon équipement, ça fait toute la différence. Lorsque je parle de bon équipement, c'est pas nécessairement un équipement qui est hyper coûteux, mais c'est un bon équipement dans la qualité de ce que tu veux livrer. Faire un test de son, ça coûte généralement pas grand-chose, mais c'est important parce que c'est là que c'est le temps d'ajuster. C'est pas lorsqu'on a des gens dans la salle. Si t'es conférencier, tu fais juste des présentations orales dans des petits groupes et tu te dis oui, mais j'ai pas besoin d'équipement, je parle avec ma voix et j'ai pas besoin de faire un test de son. Mais moi, je te garantis que juste de demander à une personne, à la personne qui te reçoit ou à un bénévole, d'être en arrière complètement de la salle, de s'installer ensuite au milieu et de s'installer en avant, le temps que tu parles pendant 2-3 minutes, ça peut te permettre d'avoir la bonne tonalité, de faire un bon test de son.
Il y a des salles qui sont éco, il y a des salles qui ne le sont pas. Donc, même si tu n'as pas d'appareil, même si tu ne travailles pas avec un microphone, que tu as juste un petit groupe, moi, je t'invite à faire un test de son. Ce ne sera pas avec du matériel, mais tu dis à la personne, mets-toi au fond de la salle, je vais parler. Est-ce que tu m'entends bien? Mets-toi au centre, est-ce que tu m'entends bien? En avant, la même chose. Et tout ça, ça va te permettre de paraître plus professionnel. Tout ça, ça va te permettre, ça va faire en sorte que la personne va voir, OK, elle a un réel souci de nous livrer quelque chose de qualité, et ça va faire en sorte que lorsque les gens vont rentrer, tu n'auras pas besoin de poser la question en plein milieu de ta conférence devant 20 personnes. Est-ce que vous m'entendez bien? Tu vas le savoir parce que tu vas avoir fait un test pour projeter ta voix devant les gens qui sont là, donc avant qu'ils rentrent dans la salle. Souvent, on me pose toutes sortes de questions en lien avec le microphone. La première question qu'on me pose souvent, c'est lorsque je travaille avec un micro à main, Suzy, à quelle distance est-ce que je dois la mettre de ma bouche pour être certaine que ce soit pas trop près, mais pas trop loin? Les conférenciers qui commencent souvent me posent cette question-là. En fait, le micro à main, c'est pas compliqué. Ce qui est important, c'est de l'avoir suffisamment près de notre bouche pour que les gens puissent nous entendre, mais pas trop près pour pas qu'on entende notre respiration ou notre grichement à l'intérieur. Moi, règle générale, le micro à main, lorsque je l'utilise, je l'installe sur un trépied et je m'arrange pour être entre 5 et 10 cm du micro. Des fois, je suis un peu plus loin, mais je te dirais que le 10 cm, c'est une distance qui est quand même bien lorsqu'il est sur un pied. Lorsque je l'ai réellement dans les mains, je l'installe un peu en diagonale entre mon nez et ma bouche, à une distance entre 5 et 10 cm encore une fois, et pour moi, c'est la bonne distance. Donc, la distance doit être ajustée. Encore une fois, tu peux faire un test de son, tu peux faire un test pour voir où est-ce que toi, tu es confortable. Mais moi, entre 5 et 10 cm de ma bouche, c'est là que c'est mieux. C'est là que je suis le plus confortable. Il faut toujours prendre pour acquis qu'un micro à main, si tu parles pendant plusieurs heures, si tu parles durant longtemps, sur scène, ça peut être désagréable à un moment donné si tu n'as pas de pied parce que tu le tiens toujours de la même main et à un moment donné, ça peut fatiguer ta main et faire en sorte que ta performance va être de moindre qualité parce que tu te concentres justement sur le fait que ta main commence à être lourde. Donc, c'est quand même pensez-y bien d'utiliser un micro sans pied à main durant une longue période, mais c'est quand même quelque chose qui peut être très intéressant là, pour faire quelques petits discours ou justement pour faire une chanson ou pour faire quelque chose là, de moindre temps, ça peut être toujours pratique. La deuxième question qu'on me pose fréquemment, c'est en lien avec le micro-cravate. On me dit souvent lorsqu'on commence et on ne sait pas où l'utiliser, Suzy, où est-ce que je dois installer mon micro-cravate pour éviter de me pencher, puis justement éviter, comme je disais dans une autre vidéo, d'avoir l'air toute contorsionnée et d'avoir un torticolis à la fin de notre prestation. Si tu es un homme, la meilleure place pour mettre ton micro-cravate, c'est vraiment soit sur la cravate ou bien sur le côté de ton blouson. Sur le côté gauche, moi souvent je le mets là. J'aime bien tourner vers la gauche, mais tu peux mettre sur le côté droit aussi. Ça va faire en sorte justement que ça va être près de ta bouche, ça sera pas trop loin, mais ça va faire en sorte que ça va être suffisamment près pour qu'on t'entende pour vrai. Si c'est une femme, idéalement, tu peux le mettre encore une fois au haut de la blouse, d'une façon discrète. Lorsqu'on travaille avec un micro-cravate, moi je pense que l'important c'est de faire un test de son pour t'assurer justement qu'on t'entende bien. T'as pas besoin de le mettre nécessairement en haut tout près de la bouche. Tu peux le mettre un peu plus bas, mais c'est vraiment de t'assurer qu'il est d'assez de bonne qualité pour être capable de capter ta voix. Parce qu'il n'y a rien de plus plate que d'avoir un micro-cravate et de se rendre compte que finalement, on parlait pas assez fort puis que les gens étaient gênés, nous l'ont pas dit. Ce qui fait en sorte qu'on a fait une super belle performance mais que les gens ont rien compris. Encore une fois, avec un technicien de son, ça peut être intéressant de tester ce matériel-là avant. Une autre question qu'on me pose fréquemment, c'est la question, Suzy, est-ce que c'est mieux pour moi de travailler avec un micro sans fil ou avec fil? Écoute, les deux sont bons. Il faut savoir que lorsqu'on travaille avec un micro sans fil, tu peux te déplacer plus aisément sur scène. Donc, effectivement, si tu as beaucoup de déplacements, si tu as beaucoup de mise en scène que tu mets sur ta performance, sur ta prestation, ça peut être intéressant de travailler avec un micro sans fil.
Par contre, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'un micro sans fil, ça capte par rapport à certaines distances. Il y en a que c'est 25 pieds, il y en a que c'est un peu moins, il y en a que c'est un peu plus. Donc, dépendamment du nombre de personnes que vous êtes sur scène, dépendamment de la distance de ta scène, ça peut être intéressant, mais c'est quand même important de poser la question lorsque tu achètes ton micro sans fil, de dire, OK, parfait, il capte à combien de pieds pour t'assurer là, que le tout soit bon. Au niveau du micro avec fil, si tu es toute seule sur scène, ça peut être intéressant aussi. Par contre, si vous êtes beaucoup, moi, je recommande moins de travailler avec des micros avec fil parce que justement, il va y avoir des fils un peu partout. Et encore une fois, c'est une question de sécurité. S'il y a des fils qui sont un peu partout, mais il y a plus de risques de blessures et c'est pas ce qu'on veut. Donc, de travailler avec des micros sans fil, ça peut être très intéressant. Et juste par rapport à cet équipement-là, que ce soit avec ou sans fil, lorsque tu travailles avec un micro-casque ou un micro-cravate, je veux juste, si tu es une femme, je veux juste te mettre en garde que le petit appareil qui est rectangle, ben, tu vas devoir le porter sur toi. Donc, c'est quand même important d'en prendre conscience. Encore une fois, j'ai une vidéo en bonus sur l'habillement de scène, mais ça, c'est important, c'est un détail qui paraît ridicule, mais c'est important d'en prendre conscience que si tu mets une jupe ou si tu mets une robe, il va falloir trouver un endroit où installer ce matériel-là à l'intérieur, que ça paraisse pas trop et que ce soit discret. Donc, juste le fait de prendre conscience de ça, ça va t'aider plus tard à choisir la bonne tenue pour toi. Je suis pas en train de te dire si c'est une femme de pas porter de robe, c'est très élégant de porter une robe sur scène. Par contre, c'est peut-être juste important de prendre ça en considération, que ça se peut que tu aies ton micro à l'intérieur de ta robe ou à un endroit où est-ce que tu trouves pas ça trop confortable. Donc, il faut quand même juste en prendre conscience pour prendre les bonnes décisions. Si pour toi, tu es à l'aise de l'avoir à l'intérieur de ta robe ou à un endroit discret sur toi, ou si pour toi, tu es à l'aise que ton spectateur le voit, fine, il n'y a pas de problème. Mais il faut juste se poser la question, je vais travailler avec ce type de micro-là, est-ce que ma tenue va être confortable avec cet appareil-là? Parce que moi, des fois, je me rends compte que avec une belle jupe, c'est beau une belle jupe sur scène, mais c'est pas très confortable de l'avoir comme sur la ceinture de sa jupe alors qu'on a un tailleur en plus puis qu'on a notre micro-cravate directement sur notre blouson de tailleur. Ça finit par faire que la technologie influence notre façon d'être, notre façon de bouger, parce qu'on n'est pas confortable avec ces équipements-là au départ, et ça paraît dans notre jeu. Donc, c'est juste une question de choix, mais je pense que c'est une mise en garde qui est importante à t'apporter, justement pour être capable de faire les bons choix, non seulement par rapport à l'habillement, mais aussi par rapport à l'équipement que tu veux avec lequel tu veux travailler. On me pose souvent la question aussi, Suzy, quel type de microphone est-ce que je dois utiliser? Quel type d'haut-parleur est-ce que je dois utiliser? Tout l'équipement que tu vas mettre sur pied, la grosseur, la qualité, le prix, plus ta salle va être grande, plus tu vas avoir besoin d'un équipement qui va être spécialisé, qui va projeter fort, qui va avoir une qualité sonore qui va être exceptionnelle. Si tu travailles dans des petites salles, si tu fais des conférences dans des petites salles de 50 personnes, 100 personnes, et que c'est toi qui te déplaces, tu as toujours possibilité d'acheter un microphone, un haut-parleur qui va coûter quelques centaines de dollars, en bas de 1000 dollars, mais qui va être portatif. Et ça va t'aider aussi, si c'est portatif, à pouvoir apporter le tout dans ton véhicule. Plus c'est portatif, plus c'est facile à installer. Plus c'est facile à installer, mais moins tu as un stress, hein, parce que lorsqu'on commence, lorsqu'on est conférencier, on n'a pas nécessairement un technicien de son. Donc, c'est important d'acheter du matériel et de poser la question aux personnes, comment est-ce que je l'installe? Comment est-ce que ça fonctionne? Pour pas arriver le jour J et être stressé avec toute cette technologie-là, qui va faire en sorte que tu vas être hyper stressé avant ta prestation orale et qu'elle va être de moindre qualité. Encore une fois, si tu n'as jamais utilisé un microphone, un haut-parleur, il faut vraiment écouter la vidéo qui est en bonus de Samuel No, parce que Samuel No, il y en a un haut-parleur, puis il montre exactement comment brancher le tout. Donc, ça peut t'aider là à tes débuts. Lorsque tu loues une salle, c'est important de poser la question. Mon technicien de son, est-ce qu'il connaît le matériel? En temps normal, oui, mais c'est important de faire affaire avec les personnes de la salle ou à tout le moins, si tu engages un technicien de son de l'extérieur, de poser la question, c'est quel type de matériel? Pour t'assurer que ton technicien connaisse le matériel avec lequel tu travailles, parce que si tu regardes l'image, tu peux prendre en considération que
Un microphone, un haut-parleur, ça peut être très simple, mais ça peut être aussi fastidieux parce qu'il peut avoir beaucoup de boutons. Il peut avoir beaucoup de fils à brancher et on ne veut pas se stresser avec des aspects techniques encore une fois. L'idéal, si tu as un appareil qui est portatif, ça va être vraiment comme d'acheter la boîte dans laquelle tu vas plugger 2-3 fils, d'acheter 2 haut-parleurs que tu vas mettre de chaque côté de la scène, mais aussi d'acheter les trépieds qui vont avec les haut-parleurs, qui vont te permettre de pouvoir les mettre plus haut, ce qui va faire en sorte que tu vas projeter davantage. Moi, lorsque je travaille dans des petites salles de 50, 60, 70 personnes, des fois, j'en utilise juste un haut-parleur et c'est correct. Mais la majorité du temps, j'en utilise 2. Vaut mieux avoir plus d'haut-parleurs, baisser le son parce que c'est trop fort, que d'en avoir seulement un et que finalement, ça projette pas assez. Souvent aussi, pour les spectacles de musique, on va en mettre un qui va être en avant de la scène bas. Ça peut être intéressant aussi. Mais je pense que le minimum, c'est au minimum un haut-parleur et idéalement 2. Ça va te permettre, si tu fais un show portatif, un show d'une salle à l'autre, dans des moyennes salles, de pouvoir au moins avoir le minimum pour être capable de livrer la marchandise le jour J. Maintenant, il y a 4 éléments qui sont incontournables lorsqu'on parle du son. Sans ces 4 éléments-là, tu risques d'avoir un casse-tête. Mais si tu comprends rapidement ces 4 éléments-là, très facilement, tu vas être capable d'ajuster le son, tu vas être capable de faire en sorte que le son va être agréable et ça va augmenter la qualité de ton événement d'une façon automatique. Le premier incontournable, c'est d'embaucher le bon professionnel. Il faut vraiment s'assurer de la qualité. Pour s'assurer de la qualité d'un spectacle, il faut toujours engager le bon professionnel. On peut avoir des bénévoles à l'accueil. On peut avoir des bénévoles à l'intérieur de la salle. Ça, il n'y a pas de problème. Pour toutes les tâches qui s'expliquent, toutes les tâches qui sont faciles, qu'on est capable de former des personnes, ça, il n'y a pas de problème. Mais pour avoir un son de qualité, pour avoir quelque chose de professionnel, vaut mieux avoir au minimum un technicien qui va s'occuper de notre éclairage, qui va s'occuper de notre salle, qui va s'occuper de notre scène, puis qui va s'occuper de notre son. Ça peut être le même, il n'y a pas de problème, mais il faut juste prendre en considération que d'avoir le bon professionnel lorsqu'on parle de son, c'est fondamental et c'est ce qui va t'assurer la qualité sonore de ton événement. Si tu es conférencier, que tu es toute seule avec ton appareil, c'est correct aussi. Mais c'est important de t'assurer que le tout est ajusté. Ton oreille et l'oreille de ton spectateur, c'est 2 choses. Hein? Si toi, tu t'entends bien sur scène, ça ne veut pas dire que ton spectateur t'entend bien. Donc, au minimum, si tu n'as pas de professionnel avec toi, il va falloir que tu connaisses vraiment bien ton matériel. Il va falloir que tu saches exactement où l'installer pour qu'on t'entende bien dans tel type de scène. Et ce qui va être fondamental, ça va être de faire un test de son avec la personne qui te reçoit. Pas avec tous les gens qui sont assis dans la salle, mais avec la personne qui te reçoit pour t'assurer qu'elle t'entende bien au fond, au milieu et au début de la salle. Ça, c'est le minimum à faire pour t'assurer que le son soit adéquat lorsque tes auditeurs vont rentrer dans la salle. Le deuxième incontournable, c'est parler à une bonne distance. Pas respirer dans le microphone pour t'assurer qu'il n'y a pas de grichement. Encore une fois, si tu as un micro à main, un micro-cravate, c'est important de t'assurer que ce soit la bonne distance. Parce que même si le technicien de scène monte le son durant le spectacle, si le problème c'est la distance de ton micro, il a beau le mettre très très fort, les gens ne t'entendront pas. Si le problème c'est que tu parles trop fort, même si baisse le son, si ta bouche est trop près du microphone, on va entendre ta respiration, on va entendre ton grichement. Ça, c'est désagréable pour lui et ça va faire en sorte que les gens vont décrocher de ton événement. Ils vont avoir envie de partir et c'est pas ce qu'on veut. Le 4e élément incontournable, c'est d'ajuster les haut-parleurs pour chaque individu qui vont être présents sur scène. Souvent, lorsqu'on commence, on n'a pas l'impression qu'il faut faire ce test de son-là avec chaque personne. Mais chaque voix est unique, chaque voix porte différemment, chaque personne a une tonalité qui est différente. Donc, c'est très important d'ajuster le haut-parleur selon la voix de chaque personne. C'est certain que lorsqu'on est maître de cérémonie, on a souvent un seul micro avec différentes personnes et les gens vont parler un à la suite de l'autre. Mais c'est quand même important de faire affaire avec un bon technicien qui va être capable d'ajuster le tout pour s'assurer que si une personne parle moins fort ou plus fort, le spectateur ne s'en rend pas compte. C'est le technicien qui l'ajuste.
Ce qui peut être intéressant aussi si tu es maître de cérémonie, tu pourrais, toi, avoir ton propre micro et les inviter à un autre micro, ce qui ferait en sorte que le tien serait toujours bien ajusté et que le temps que toi tu parles, ton technicien puisse ajuster celui de tes invités en coulisses. Et ça pourrait être bien. Donc, le fait que tu aies ton propre micro, d'un spectateur à l'autre, ça évite un certain travail à ton technicien. Le quatrième incontournable, c'est de parler normalement, c'est-à-dire avec un volume de voix qui est ni trop faible ni trop fort. On a souvent tendance, lorsqu'on est sur scène, pour que les gens nous entendent, à parler plus fort. C'est comme le mythe que lorsqu'on est en côté d'une personne âgée, on a tendance à parler plus fort lorsqu'on est avec une personne âgée. Mais moi, je te le garantis, si tu parles normalement, si ton technicien ajuste la voix, ça va donner le bon volume escompté. Si on parle trop fort ou trop faible, c'est là qu'il va arriver des petits accrochages. Donc, parle normalement. Essaye pas, oui, il faut que tu projettes ta voix, mais essaye pas de la projeter trop fort, ça sert à rien. Parce que le micro est là pour supporter ta voix. Le micro et toi, dans le fond, c'est un travail d'équipe. C'est un outil qui va t'aider à projeter davantage. Mais c'est pas un outil qui va servir à faire en sorte que les gens ont l'impression que tu leur cries après. C'est là qu'est toute la différence. C'est des petites subtilités, mais ça fait toute la différence. C'est comme ça que ça va faire en sorte que ton show va paraître professionnel, va paraître vraiment bon, au lieu d'être ordinaire par des petits détails techniques, encore une fois. On me pose aussi souvent la question, qu'est-ce que je dois faire pour vérifier mon test de son? C'est quoi les éléments fondamentaux? Parce que je suis pas technicien de son, puis j'ai des bénévoles, puis je veux quand même faire un test de son, mais comment est-ce que ça se passe, un test de son? C'est quoi les éléments principaux sur lesquels je devrais m'attarder? En fait, la meilleure personne pour te répondre, ça va être la personne que tu vas embaucher au niveau du son. Mais aujourd'hui, j'ai quand même 5 fondamentaux que je veux te présenter qui peuvent t'aider à faire un test de son. Encore une fois, si tu travailles sans appareil et que la personne qui t'embauche arrive avant que les autres auditeurs rentrent dans ta salle, ça peut être 5 points très simples que tu vérifies, que tu regardes, même si c'est un appareil qui est portatif, qui va à tout le moins t'aider à faire un mini-test de son et qui va être déjà mieux que rien du tout. Donc, le premier élément qu'on regarde lorsqu'on fait un test de son, c'est l'état du matériel. Ça, on n'a pas besoin nécessairement de professionnels, on est capable de le faire tout seul, de vérifier que les microphones fonctionnent, que la console est bien branchée, que les haut-parleurs sont à la bonne hauteur, que tous les instruments de musique sont placés aux bons endroits et que pour chaque instrument de musique, on a notre micro. Ça peut se faire d'une façon naturelle. De s'assurer qu'il fonctionne, donc au niveau sonore, mais de s'assurer aussi qu'il est en bon état au niveau du matériel lui-même. Si tu te rends compte qu'un fil est déchiré, c'est peut-être important de poser du tape dessus. Si tu te rends compte qu'il y a un appareil qui griche, il y a toujours moyen de l'ajuster avant le spectacle. C'est pas lorsque les spectateurs sont dans la salle qu'on fait ça idéalement. C'est avant. Donc, ça peut être intéressant de vérifier tout ça, non seulement pour la sécurité des gens, mais aussi pour la qualité sonore en tant que telle. Le deuxième élément sur lequel on doit vérifier pour faire un bon test de son, c'est de s'assurer justement que tous les fils sont bien branchés. Il ne faut pas qu'il y ait une interférence entre les équipements et le matériel de sécurité. Tu sais, moi, j'ai longtemps travaillé dans une résidence pour aînés. Et à un moment donné, il y a un musicien, un chanteur professionnel qu'on a embauché. Il m'a posé la question, Suzy, est-ce que les préposés travaillent avec des walkie-talkies? J'ai dit non. Il dit, parfait, je vais apporter tel type de matériel. Il me dit, si les préposés travaillent avec des walkie-talkies, l'autre type de matériel crée une interférence. Mon matériel crée de l'interférence avec le walkie-talkie, ce qui fait en sorte que la qualité sonore est moindre. Donc, si tu loues une salle et qu'ils te prêtent le matériel, ça, il n'y a pas de problème parce qu'ils sont habitués, ils ont le bon matériel qui rentrera pas en interférence avec les walkie-talkies. Mais si tu loues une salle et que tu fais affaire avec un autre professionnel pour ton matériel sonore, c'est peut-être important de poser la question à la personne qui va te louer le matériel, à la personne qui a la salle, pour t'assurer justement qu'il n'y a pas d'interférence entre les walkie-talkies et le matériel. Il n'y a rien de plus plate que le jour J de te rendre compte que finalement, tu as le bon matériel, tu fais le test de son, tu as le bon technicien de son, mais le problème, c'est l'interférence et que la salle dans laquelle tu fais affaire, il n'y a pas possibilité de fermer les walkie-talkies parce que pour eux, c'est un mode de communication qui est efficace.
qui a trait à la sécurité. Donc, il n'y a rien de plus plate que de se rendre compte de ça le jour J, c'est hyper stressant. Donc, le fait d'en prendre conscience avant, ça va t'aider justement à ne pas créer de l'interférence entre les deux. Le troisième point qui est important, c'est de vérifier la qualité sonore, l'ambiance sonore. Assure-toi lorsque tu télécharges tes musiques, assure-toi lorsque tu achètes des CD, assure-toi lorsque tu choisis des musiques de fond, que toutes les trames soient de qualité, que l'ambiance sonore soit de qualité. C'est certain qu'on est tous capables d'aller sur YouTube, de télécharger un MP3 de musique sur YouTube pour économiser quelques dollars d'achat de CD. Par contre, la qualité sur YouTube n'est pas très bonne. Donc, ça peut toujours dépanner en répétition le temps que tel bon matériel. Sauf que le jour J, il est trop tard. Là. On ne peut pas faire affaire avec un MP3 de YouTube pour un spectacle professionnel. Le son ne sort pas bien. Donc, tu peux faire des recherches sur YouTube. Tu peux répéter pour t'assurer que c'est le bon choix sonore. Ça, il n'y a pas de problème. Lors des répétitions, tu peux mettre YouTube, faire des tests parce que des fois, on n'est pas certain du choix puis on veut tester. On veut s'amuser, ça, c'est correct. Mais le jour J, assure-toi d'avoir une qualité sonore qui va être exceptionnelle. Que le CD que tu vas remettre au technicien ou que ta clé USB ou peu importe le matériel que tu vas lui remettre va être d'une qualité exceptionnelle. Ça va t'aider à paraître plus professionnel. Un autre point qui est important, c'est de t'assurer que tous les haut-parleurs sont ajustés aux voix de chaque orateur. Que chaque instrument de musique, les haut-parleurs sont ajustés pour ça. Encore une fois, c'est une question de choix d'équipement. C'est une question de micro, c'est une question de fil, c'est une question de choix d'haut-parleurs, mais il faut s'assurer de travailler avec les bons outils. Souvent, on se dit, peut-être que la boîte qui coûte 200 $ va faire le travail. On arrive là, puis on fait, oups, j'aurais peut-être dû acheter le haut-parleur, j'aurais dû acheter l'appareil qui coûte 500 $ parce que c'est à 200 $. Finalement, je l'utiliserai plus jamais, je vais la mettre dans le fond de mon garde-robe, puis elle va rester là. Donc, c'est important de faire affaire avec les bons professionnels. Vaut mieux payer un peu plus cher, avoir une bonne qualité, que de payer pas assez cher et que finalement se rendre compte que ça sert à rien. Je suis pas en train de te dire de dépenser des milliers de dollars, par contre, pour avoir la dernière technologie, la dernière petite bébelle qui va te permettre d'avoir une qualité exceptionnelle. Par contre, il faut poser la question au vendeur. Puis il faut pas acheter ça n'importe où, il faut acheter ça dans une boutique qui est spécialisée et que la personne, elle fait pas juste te vendre une boîte. Elle répond réellement à tes questions. Elle t'aide à choisir le bon haut-parleur pour toi. Tu sais tout de suite si c'est un vendeur ou un professionnel qui est devant toi. Le vendeur, il va te proposer quelque chose de cher en te posant peu de questions. Le professionnel, lui, va te poser la question. Elle ressemble à quoi la salle? Est-ce qu'elle est éco? Est-ce qu'elle n'est pas éco? Elle est grande? Elle est petite? Tu veux combien de spectateurs? Tu êtes combien sur scène? OK, parfait. Plus la personne va te poser des questions, dis-toi que c'est un bon professionnel. Parce qu'un vendeur va juste te vendre, tandis que le professionnel va tenter de réellement répondre à ton besoin. C'est une distinction qui est importante, qui est fondamentale, puis je tenais à te le rappeler aujourd'hui. Le 5e point sur lequel il faut s'attarder, c'est de t'assurer que ton technicien connaît les moments exacts où mettre chaque élément sonore, puis qu'il s'ajuste aux imprévus. Ça, c'est avec un devis technique qui va être capable de faire ça. C'est important que ton technicien, même s'il n'a pas été présent lors de toutes tes répétitions, c'est important que ton technicien sache exactement où mettre la chanson. À quel moment est-ce qu'elle commence, à quel moment où est-ce qu'elle finit. Parce qu'il n'y a rien de plus stressant qu'être sur scène, d'attendre un son pour faire un gag en lien avec le son et que le son n'arrive pas parce que ton technicien ne met pas au bon moment. Il n'y a rien de plus stressant. Et ça, tu dois être spontané, tu dois trouver un plan B, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Donc, plus ça va être bien écrit, plus ça va être détaillé, plus ton technicien va comprendre ton élément, ton devis technique, plus ça va bien se passer. Toi et ton technicien, vous êtes un travail d'équipe. Toi, tu es sur scène pour briller. Ton technicien est en coulisses, il s'occupe de tous les détails techniques pour s'assurer que tu brilles davantage sur scène. La communication entre les deux va être fondamentale, comme moi et Samuel, nous, on disait justement dans la vidéo qu'on a faite ensemble. Plus il va y avoir de la communication, plus ça va être clair, meilleur va être ton événement. Ça, je te le garantis. Donc, à partir de maintenant, que tu sais ça, que tu sais que toi et ton technicien, vous allez travailler main dans la main, ça va être important de choisir le bon technicien.
un technicien avec qui, au niveau du humain à humain, ça va coller à la peau, un technicien qui va être professionnel, un technicien qui va connaître, qui va savoir travailler avec les bons appareils, puis un technicien aussi qui va comprendre ton non-verbal, qui va comprendre tes inquiétudes, qui va être capable de te rassurer. Et ce travail d'équipe-là, ça va garantir le succès de ton événement. C'est ce qui va faire en sorte qu'au lieu d'avoir un événement qui va être bien, ça va être un événement qui va être extraordinaire. C'est tous ces petits détails-là, c'est tous les petits détails de production que je te montre depuis 9 vidéos qui font toute la différence entre un événement qui est bon et un événement qui est excellent. Donc, plus le décor est beau, plus le son est bien ajusté, plus la musique d'ambiance est fantastique, plus tout ça est fait, plus tu as bien répété, plus tu choisis les bonnes personnes, plus tu es organisé, plus tu vas pétiller sur scène. C'est une équation mathématique qui va ensemble. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère que pour toi, c'est plus clair. J'espère que maintenant, tu as conscience que le son, c'est essentiel, que le son, c'est pas facultatif, ça fait partie intégrante du succès de ton événement, du succès du spectacle que tu es en train de mettre sur pied. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en bas de la vidéo, ça va me faire plaisir de tenter d'y répondre. N'oublie pas d'écouter la vidéo de Samuel No en bonus parce que c'est vraiment important. C'est vraiment intéressant de voir qu'est-ce que le technicien de son pense exactement de tout ça pour être capable de toi en tant qu'artiste, de t'ajuster à ce professionnel-là. Je te remercie beaucoup. On continue à travailler fort, on lâche pas. Il reste une seule vidéo au module 5, c'est la vidéo sur justement comment faire une vidéo qui punch. Ensuite, on rentre dans le module 6, puis le module 6, c'est le jour J. Donc, il en reste pas gros, t'es prête. Un pas à la fois, tu es en train de réaliser ton rêve qui est d'être sur une belle scène. Un pas à la fois, tu es en train de préparer ta tournée. Un pas à la fois, tu t'en vas vers le succès. Et ça, c'est positif et ça, c'est bon. Donc, merci, à bientôt.